Parker Schnabel est à l'aube d'un jalon qui semblait autrefois presque impossible, une saison valant 10 000 onces d'or, un chiffre que personne dans son exploitation n'a jamais réussi à atteindre auparavant. Après des mois de travail acharné, de nuits blanches et de pression constante, il ne lui reste plus que 400 onces d'écart avec l'histoire, un écart incroyablement petit compte tenu de l'ampleur énorme de son activité. Et nous n'en sommes qu'à 400 ans, et nous sommes loin d'atteindre notre objectif, dit-il, sachant à quel point le succès est finalement proche. Mais plus il s'approche de la réécriture de son propre livre des records, plus le rêve tout entier devient soudain fragile. La machine qui l'emmène vers cette ligne d'arrivée historique est Roxane, une usine de lavage qui a à peine 2 ans mais qui montre déjà des signes de graves défaillances structurelles. Des fissures se propagent dans l'acier au plus profond de la machine, menaçant de la déchirer précisément au pire moment de la saison. Il n'y a pas de moment propice pour une panne d'équipement au Yukon, mais c'est peut-être le seul moment où même une seule panne pourrait effacer des mois de progrès extraordinaires. De l'autre côté de la vallée, Tony Beats s'efforce d'atteindre exactement le même objectif, once pour once, refusant de céder le moindre avantage dans l'une des courses les plus serrées qu'un mineur ait jamais connues. La réalité, c'est brutalement simple. Une usine de lavage en panne, un nettoyage décevant ou une semaine de production perdue pourrait instantanément effacer l'étroite avance de Parker et donner l'avantage à son rival de longue date. Il n'y a plus de seconde chance, pas de semaine d'attente supplémentaire sur le calendrier et aucune possibilité de récupérer une fois que l'hiver ferme enfin la porte. C'est la semaine où tout est décidé. Soit Parker atteint l'histoire maintenant, soit l'histoire s'échappe avant qu'il puisse y toucher. L'hiver s'est installé sur le Klondike et avec lui s'ajoute un tout autre type de pression. Les matinées gelées sont plus longues, la lumière du jour raccourcit chaque jour et le sol lui-même devient peu à peu impossible à travailler. Chaque machine, chaque membre d'équipage et chaque once de salaire restant se bat désormais contre un délai que la nature refuse de négocier. Le temps ne se contente plus de passer, il travaille activement contre eux. Il ne reste aucune flexibilité au sein des opérations de Parker. Personne ne peut se permettre de ralentir, personne n'a le droit de commettre des erreurs et personne ne pense plus à conserver son équipement pour une autre saison. Chaque chargeuse excavatrice, camion de transport et installation de lavage est poussée jusqu'au bord absolu de ses limites mécaniques parce que tout le monde comprend la même vérité. Si l'or doit sortir de terre, il faut que cela se produise maintenant. À seulement 31 ans, Parker Schnabel clôture ce qui est peut-être déjà la saison minière la plus exigeante de toute sa carrière. Pendant 6 mois incessants, l'exploitation a fonctionné 24 heures sur 24, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les installations de lavage fonctionnant presque continuellement, à moins d'être obligé de s'arrêter absolument. Nous devons donc simplement faire le foin pendant que le soleil brille, explique Parker, pleinement conscient qu'au Yukon, ces mots ne sont pas simplement un dicton, ils constituent une stratégie de survie. Chaque heure pendant laquelle les plantes restent silencieuses est une heure d'opportunité qui ne pourra jamais être récupérée. Le bilan physique a été énorme, mais les résultats ont jusqu'à présent justifié tous les sacrifices. Parker est désormais plus proche que jamais d'une saison de production de 10 000 onces, une production totale qui redéfinirait complètement ce que son exploitation est capable de réaliser. Il ne s'agit pas simplement d'une autre saison minière réussie ou d'un autre total d'or impressionnant. C'est le genre de chiffre qui change les réputations, suscite des attentes et modifie de façon permanente la façon dont l'ensemble du Klondike perçoit une exploitation minière. Ce qui rend la situation encore plus tendue, c'est à quel point la marge est devenue incroyablement petite. Au-delà des affirmations de Parker, Tony Beats continue de courir après exactement le même prix, avec exactement la même détermination, refusant de relâcher l'accélérateur, ne serait-ce qu'un seul jour. Parker est peut-être techniquement en avance, mais la différence entre la victoire et la défaite s'est réduite à seulement une poignée de nettoyage. Une semaine difficile pourrait effacer en quelques heures des mois de progrès durement gagnés. Les deux mineurs comprennent exactement ce qui est en jeu et aucun des deux n'a l'intention de céder du terrain aussi tard dans la saison. Chaque nettoyage, chaque once versé sur la balance et chaque décision opérationnelle ont désormais un poids extraordinaire car les deux équipages savent à quel point peu les sépare. Il n'y a plus de place à la prudence. Chaque décision doit favoriser la production, même si les machines elles-mêmes commencent à protester sous la pression. Dans le camp de Parker, chaque contremaître assume des responsabilités qui appartiendraient normalement à plusieurs personnes différentes.
Mitch Blaschke gère simultanément le programme de décapage, assure le fonctionnement efficace de Roxane et prépare la prochaine fosse d'Indian River pour la saison minière suivante. Chacune de ces missions occuperait normalement à elle seule une journée de travail entière. Au lieu de cela, Mitch devrait jongler avec tous sans laisser aucun d'entre eux prendre du retard. Tyson Lee mène une bataille tout aussi exigeante concernant les revendications du Dominion. Sa responsabilité est de maintenir 3 installations de lavage distinctes en vie productive et constamment approvisionnées en saleté malgré la contrainte mécanique croissante créée par des mois de fonctionnement ininterrompus. 3 grandes usines de transformation dépendant d'un seul homme qui prend des centaines de bonnes décisions chaque jour. Si l'un d'entre eux tombe en panne, les conséquences se répercutent presque immédiatement sur l'ensemble de l'opération. Plus personne dans l'équipage de Parker n'a de temps supplémentaire d'équipement de rechange ou de main-d'œuvre supplémentaire en réserve. Chaque mécanicien a déjà un emploi du temps chargé, chaque opérateur effectue des journées épuisantes et chaque machine s'est vue confier une tâche qui ne peut pas simplement être reportée au lendemain. La saison continue d'extraire chaque once d'énergie des gens avec autant d'acharnement que les lavoirs extraits lors du sol. La seule direction qui reste est l'avant. Pendant que Parker explique le plan, Mitch et Brennan continuent de se concentrer sur le projet d'Indian River car il représente la future maison de Roxane une fois cette saison terminée. Même si nous visons un total d'or historique, les préparatifs pour l'année prochaine ne peuvent pas simplement s'arrêter. L'exploitation minière récompense les opérateurs qui anticipent des mois à l'avance, même s'ils luttent minute par minute contre les problèmes du présent. Cet exercice d'équilibre devient de plus en plus difficile chaque jour qui passe. Tout tourne désormais autour des 4 stations de lavage de Parker. Ensemble, ils représentent le cœur de l'ensemble de ces opérations, traitant des milliers de mètres de terre heure après heure sans interruption significative. Chaque minute où une de ces usines reste inactive représente de l'or qui n'atteindra peut-être jamais la balance avant que l'hiver ne ferme tout. À ce stade, les temps d'arrêt ne se mesurent plus en heures, mais directement en onces. Il n'y a pas d'usine de lavage de secours qui attend dans les coulisses. Il n'y a pas d'équipage de réserve prêt à intervenir en cas d'épuisement professionnel ou de panne d'équipement. Ce que Parker utilise aujourd'hui, c'est tout ce dont il dispose pour terminer la saison. Et chaque machine doit continuer à fonctionner malgré la détérioration des conditions météorologiques jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien à traiter. L'échec n'est plus quelque chose qui peut être absorbé. La solution de Parker, comme toujours, est remarquablement simple. Pousser plus fort. Il augmente la production dans les 4 usines de lavage parce que les calculs ne laissent aucune place à l'hésitation. Plus il y a de saleté qui passe par les écluses, plus grande est la possibilité de récupérer chaque once d'or restante avant que l'hiver ne remporte la course. Il a atteint le point où la protection des machines ne peut tout simplement pas avoir la priorité sur la réalisation de l'objectif. C'est le même pari que Parker a pris tout au long de sa carrière. Faites fonctionner l'équipement plus fort que la plupart des opérateurs ne le considéreraient raisonnablement. Faites confiance à ces mécaniciens pour tout garder en vie. Et croyez que la valeur de l'or récupéré dépassera en fin de compte les dommages subis par les machines en cours de route. Ces instructions à l'équipage restent inchangées malgré les risques croissants. Maintenez chaque usine en marche, peu importe ce qu'il faut. Puis la radio crépite soudainement. Alec a découvert un problème sérieux chez Roxane et presque immédiatement tout le monde réalise qu'il ne s'agit pas d'un autre problème de maintenance de routine. Parker rattrape rapidement Mitch, qui est déjà aux prises, avec un défi complètement différent, impliquant une étendue d'eau tenace qui refuse de s'écouler de la coupure active. Dans des circonstances normales, déplacer cette eau aurait été la plus grande préoccupation de la journée. Maintenant, cela n'a plus d'importance. L'appel d'Alec change tout. Au-dessus du pont de traitement, il a découvert des fissures se formant à l'intérieur de la structure même de Roxane. Il ne s'agit pas de rayures inoffensives ni de l'usure esthétique attendue après des mois de production intensive. Il s'agit de fractures traversant directement les tubes d'acier chargés de supporter l'ensemble de l'installation de lavage. Alec grimpe à travers la structure, examinant attentivement chaque section endommagée, et ce qu'il voit déclenche immédiatement l'alarme au sein de l'équipage. Les dégâts sont de ceux qui peuvent mettre fin brusquement à une saison minière sans avertissement s'ils sont ignorés. Les fissures structurelles se réparent rarement d'elles-mêmes et sous l'effet de vibrations constantes, elles s'aggravent presque toujours.
Chaque heure qui passe augmente le danger. Le moment ne pourrait pas être pire. Après 6 mois d'exploitation minière incessante, des millions de dollars investis et d'innombrables sacrifices consentis par tous les membres de l'équipage Parker, n'est plus qu'à environ 400 onces de la plus grande réussite de sa carrière. La ligne d'arrivée est enfin visible. Pourtant, la machine même qui le transporte vers cette ligne d'arrivée commence à se déchirer de l'intérieur. Presque exactement au même moment, une autre nouvelle arrive, qui rend la situation encore plus compliquée sur le plan émotionnel. Les prix de l'or ont atteint un nouveau sommet historique, rendant chaque once récupérée à partir de ce moment plus précieuse que jamais. Dans d'autres circonstances, ce serait une raison de se réjouir. Aujourd'hui, cela ne fait qu'augmenter la pression. Pour un équipage qui envisage directement la possibilité d'une panne catastrophique de l'équipement, ces prix records de l'or deviennent à la fois une récompense et une punition. Chaque heure supplémentaire pendant laquelle Roxane reste opérationnelle pourrait générer des revenus extraordinaires. Chaque heure, il reste silencieux en raison d'une défaillance mécanique, laissant de l'or d'une valeur historique, piégé à jamais sous le sol gelé, qui ne sera peut-être plus jamais exploité. La décision de Parker arrive exactement comme son équipe l'attendait. Gardez ce truc en marche, gardez-le jusqu'à la fin de la saison, ne l'éteignez en aucun cas. Il s'agit d'une décision entièrement fondée sur le risque, car Parker sait qu'un arrêt volontaire de la production peut garantir un échec presque aussi sûr qu'une panne mécanique complète. Il envoie l'équipe sur l'usine pour une inspection plus approfondie, en espérant que les dégâts soient en quelque sorte moins graves qu'ils n'y paraissaient au départ. Malheureusement, la réalité qui les attend est encore pire. Roxane n'a que 2 ans, une machine qui devrait encore avoir de nombreuses saisons productives devant elle, mais la fatigue structurelle s'est déjà propagée à des sections critiques de sa charpente en acier. Personne ne s'attendait à constater un tel niveau de détérioration si tôt dans la vie de la machine. Le danger est brutalement simple. Si ces tubes fissurés finissent par tomber en panne sous les vibrations incessantes d'une production ininterrompue, l'usine de lavage pourrait subir des dommages structurels catastrophiques et rester hors service pour le reste de la saison. Il n'y a pas ici d'échec partiel, pas de résultat doux qui permettrait à chacun de continuer à travailler. Soit Roxane survit à la dernière ligne droite, soit toute la campagne record de Parker ne tient soudainement qu'à un fil. Debout sur le pont, un membre de l'équipage livre l'évaluation sans chercher à adoucir la vérité. Tout ce tube transversal est compromis. Une réparation appropriée nécessiterait le remplacement complet des 2 tubes structurels endommagés, un ici et un autre sur le cadre, rétablissant ainsi l'usine telle qu'elle aurait dû être reconstruite depuis le début. Malheureusement, effectuer la réparation correctement prendrait environ 2 jours complets. 2 jours d'arrêt complet ne semblent peut-être pas dévastateurs dans des conditions normales, mais avec seulement 400 onces restantes entre Parker et l'histoire, cela semble presque impossible à accepter. 48 heures sans l'une des 4 usines de lavage pourraient facilement coûter des centaines d'onces qui ne seront jamais récupérées avant que l'hiver ne ferme tout. Tous ceux qui sont là savent déjà exactement quelle sera la réponse de Parker avant même que quiconque ne pose la question. Il n'y a aucun scénario aussi tardif où il laisse une usine de lavage morte pendant 2 jours complets. Le plan se réduit donc au seul disponible. Retirez les écrans, installez un soudeur dessus, réparez les tubes du mieux possible et remettez-le directement au travail. Espérons ensuite qu'il lui reste juste assez de vie pour boiter jusqu'à la ligne d'arrivée sans se briser. Il suffit probablement de retirer ses écrans et de souder du mieux que vous pouvez. J'espère qu'il lui reste assez de vie pour arriver jusqu'au bout ici. L'homme chargé du travail comprend parfaitement le raisonnement même s'il ne se fait aucune illusion sur ce qu'on lui demande de faire. Regardez le prix de l'or en ce moment, dit-il. Tous les patrons de mine ici ont exactement la même mentalité qui leur trotte dans la tête. Faites tourner les plantes aussi fort que possible physiquement. Forcez autant de matériaux à travers eux que les machines peuvent en supporter. Obtenez autant d'or que possible pendant que l'obtention est encore bonne. L'usure n'est plus une préoccupation depuis longtemps. Les soudures réalisées sur le sable rocheux ne sont pas une solution, et personne ne prétend qu'elles le sont. C'est le pari que la plante peut rester debout juste assez longtemps pour franchir la ligne, après quoi, peu importe si elle s'effondre. À partir de là, chaque chargement de sable rocheux traverse une machine dont tout l'équipage sait qu'elle est blessée, et il continue de la nourrir de toute façon, car l'arrêt est la seule chose que Parker a complètement retirée de la table. Pendant qu'une équipe soude une usine blessée les pannes, continue de se produire ailleurs au cours de l'opération.
Le mécanicien Ryan Kent est en pleine réparation sur la pelle 700 de Rick lorsque la machine riposte et lui crache du liquide hydraulique directement au visage. Il réagit à peine. Nous n'avons pas le temps de réagir. Il l'efface, dit qu'il va bien et continue de travailler. Parce qu'à ce stade de la saison, c'est la seule réponse acceptable. Le travail ne s'arrête pas, parce qu'une machine a pris le dessus sur vous pendant une seconde. La racine du problème est un joint endommagé. Ryan enlève le coupleur de la machine, la pièce qui maintient les conduites hydrauliques, et constate que le joint torique s'est détaché de son siège. Vous pouvez voir exactement où cela a échoué. Il était peut-être déjà en mouvement avant tout cela. Mais la pelle qui a attrapé un arbre n'a certainement pas rendu service au phoque, et Ryan le sait. Il place les deux joints différents côte à côte, l'un visiblement usé, l'autre en bon état, identifie celui qui a simplement atteint la fin de sa durée de vie, le libère, et glisse le remplacement en place. Serrez les boulons du coupleur, et la machine devrait retomber directement dans la rotation. La seule chose qui règle réellement le problème, c'est le test. Démarrez-le. Ouais, assurez-vous que nous n'allons pas fuir. D'accord, ça a l'air bien. Remettez le coupleur en place, démarrez la machine. Surveillez attentivement la conduite pour détecter toute fuite lorsqu'elle est sous pression, car un joint qui reste sec peut toujours tomber en panne au moment où le système hydraulique se charge. S'ils ne laissent pas couler une seule goutte de liquide, ils reprennent leurs activités. Ils le gèrent et ça tient. Aucune fuite nulle part, chaque fonction se comporte exactement comme elle le devrait. Ils ont eu vraiment de la chance avec celui-ci. Et sur une opération aussi dure, avec ce peu de temps restant, une solution propre et sans surprise cachée derrière elle semble proche d'un miracle. La pelle est de retour dans le combat, la machine qui dénude et alimente les coupes se déplace à nouveau, et l'équipe passe directement à l'étape suivante sans ralentir. Il y a toujours une autre chose. Tony Beats pousse sa chance. Pendant que Parker se bat pour faire respirer ses plantes, son voisin fait ses propres gestes agressifs et Tony Beats ne joue pas non plus avec autant de prudence. Les deux opérations mènent la même course avec le même désespoir, juste de part et d'autre de la ligne. Sur le terrain de Tony Darien retourne à l'usine avec une charge complète qu'il ne peut physiquement pas vider. C'est trop lourd. Tony courant à fond pour obtenir sa nouvelle coupe déshabillée et payée, a tellement rempli le camion de roche de 50 tonnes de Darien que le lit ne se soulève pas pour le libérer. La solution est une pure improvisation sur le terrain. C'est trop lourd comme s'il pesait 66 tonnes, donc je n'ai pas pu le vider. Reculez le camion, affrontez-le en descente et laissez la gravité faire le travail que le système hydraulique ne peut pas faire. La charge glisse librement. C'est le genre de truc qui ne vient qu'après des années de travail et pour l'équipage de Tony, connaître tous les raccourcis que le sol permettra vaut autant que n'importe quelle machine sur la concession. Tout le plan de Tony repose sur le timing et la fenêtre est étroite. S'il parvient à obtenir son nouveau coin, à le dépouiller et à le payer d'ici la fin de la semaine, il est de nouveau sur la bonne voie pour atteindre lui-même 10 000 onces. Il veut que cette coupe soit prête. Si tout se passe bien, le plan est simple. Continuez à le parcourir jusqu'au bout et ne vous arrêtez pas pour autre chose qu'un désastre. Voici donc l'accord du côté de Rick concernant l'opération de Tony. Rick Bob tient un tasse de métal qui est manifestement sérieux, mais qui présente un côté dur. C'est le dernier or provenant du sol de la Vegas Valley. Il n'y a rien après. Ce serait un choix facile d'arrêter la saison ici et de rentrer chez lui, admet Rick. Mais faire ce choix signifie annuler l'année prochaine, annuler les primes de l'équipage et annuler l'avenir de toute l'entreprise. C'est pour cela que ces hommes se battent ici. Il ne s'agissait jamais simplement d'un chiffre sur une balance. Alors ils pèsent ce qu'ils ont et découvrent exactement où ils en sont. La semaine précédente, Rick et son équipe avaient tiré 430 onces, la plus grosse prise qu'ils aient jamais enregistrée dans leur histoire. Même une semaine aussi importante leur a laissé plus de 700 onces de moins que les 1008 cents. Rick doit payer des bonus et garantir son avenir minier. Ils ont mis 200 onces sur la balance pour démarrer et ont mis le reste par-dessus. Les chiffres grimpent régulièrement, once après once, 10, 30, 50, 90, au-delà de 100 pour finalement s'établir à 302, 27 onces sur la semaine. 10, 20, 30, 35, 50, 58, 9, 69, 80, 90, 97, 98, 100, 2, 27. Génial. 302,27. 302,27, ouais. D'une valeur de 1 148 000 $ d'une seule manière, cela porte le total cumulé à 1379,65 onces.
Ils rattrapent leur retard rapidement, plus rapidement que les calculs ne le permettaient au début de la semaine. Mais Rick a encore besoin de 420 onces supplémentaires pour atteindre 1800 et renvoyer tous les hommes de son équipage chez eux, avec de l'or en poche. Les primes ne sont pas abstraites pour ces hommes, c'est la raison pour laquelle ils sont toujours ici dans le froid au lieu d'être déjà chez eux. Les chiffres commencent à baisser. Puis l'opération de Tony arrive à la période de la saison que tout mineur redoute. Le terrain riche commence à s'amenuiser et l'échelle le montre. Soit, dit en passant, personne ne peut contester des chiffres avec lesquels personne ne peut contester. Le coin coupé est grand mais semble plus vide qu'il ne le devrait. L'équipage est sur le point d'en retirer le dernier salaire. Il en reste encore un peu dans la coupe anticipée que Tony aimerait vraiment retirer également. Et avec le prix de l'or exactement au même niveau qu'il est actuellement, s'en éloigner serait presque insensé. Sur la colline, les nouvelles sont meilleures. Les salaires y sont clairs et faciles, l'or est visible partout. La mer à l'instant même où le fusil hydraulique se lève. Le traumatisme végétal a fonctionné 24 heures sur 24 sans pause, et dévorant tout ce qui lui était apporté, jamais satisfait, en demandant toujours plus. Mais les pesées commencent à glisser, et une fois qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent pas. Le lot d'écluses de l'usine qui gère le dernier salaire, réduit, s'élève à 192,42 onces. 192,42. Après la course précédente, comprenez ceci, ils atteignent maintenant la fin de la coupe et commencent à trier les restes. Et les restes ne rapportent jamais autant que le cœur d'une coupe. Ensuite, l'usine qui en trouve beaucoup traverse le même coin, restant réduit son salaire et atterrit à 182,0. 6 onces. Abaissé à nouveau. Même sol, même coupe, même effort, juste moins d'or à trouver à l'intérieur. Ce n'est pas qu'ils ont utilisé moins de matière, la saleté en contient simplement moins maintenant. Et c'est la seule chose qu'aucune pression ne peut changer. Les usines jumelles de Tony à Indian River portent son total cumulé à un peu plus de 9640 onces. Cela représente tout l'or d'Indian River. Il est maintenant temps de voir ce que la colline a produit. Harold, qui paie le salaire de la coupe Hester, pèse 132,6 onces, le plus bas de tout le peloton. La raison la plus probable est la dilution. L'usine s'est dirigée directement vers une parcelle plus pauvre et a fini par traiter tout ce qui se passait là. L'or s'est répandu dans la terre ordinaire, au lieu de se concentrer là où ils en avaient de besoin. 3 des usines de lavage de Tony ont désormais livré moins d'or que la semaine précédente. Tout cela dans la même semaine, au moment où il en a le plus besoin. Il lui manque toujours plus de 200 onces pour atteindre 10 000. La saison lui ferme la porte d'un côté à l'autre, et il ne reste plus qu'une plante à répondre. Ensuite, la dernière plante parle, et elle parle fort. Cette voix vient d'un traumatisme. La plante qui a mangé tout ce qu'elle a vu toute la saison, fonctionnant 24 heures sur 24 sans interruption. L'échelle commence à grimper, et elle ne s'arrête pas là où les autres se sont arrêtés. Il souffle au-delà de 100, au-delà de 200, au-delà de 300, au-delà de tous les chiffres proposés par les autres usines, et se bloque finalement à 430 onces. 150, 160, 200, 200, 20, 200, 30, 200, 40, 250, 260, 280, 280, 10, 300, 10, 300, 30, 300, 40, 350, 360, 10, 380, 380, 10, 400, 400, 10, 400, 20, 430. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Une plante, une semaine, 430 onces. Cette seule façon de changer toute la saison de Tony en un seul mouvement. La famille Ebitz franchit 10 000 onces pour la première fois de son histoire, terminant avec un total de 10 212 oncés d'une valeur de plus de 38 800 000 $. Après une saison aussi éprouvante, après avoir attendu les coupes et lutté contre les éclaircies, et après avoir vu 3 plans manquer au cours de la même semaine, ils ont gagné jusqu'à la dernière once de ce chiffre. Et maintenant, il reste une question en suspens. Parker est juste en face, poursuivant exactement la même file, assis sur des plantes fêlées et une fenêtre qui se ferme. Peut-il égaler ce que son voisin vient de réaliser la dernière semaine de Parker? De retour sur le terrain de Parker, les calculs sont clairs et l'horloge est incroyablement bruyante. Parker et son équipe ont produit plus de 9500 onces cette saison. Il leur en faut un peu plus de 430 de plus pour atteindre l'objectif de 10 000 onces. Tout se résume à une série de pesées
et à l'état des plantes qui ont été battues à 2 doigts de la mort, ce qui l'a entraîné jusqu'ici. Il n'y a plus de stratégie à déployer ni d'ajustement astucieux à faire. C'est tout ce que le terrain décide de leur donner cette semaine contre tout ce que les machines peuvent encore physiquement gérer. Parker n'adoucit rien de tout cela. Ils ont jeté beaucoup de pierres sur ces usines cette année, dit-il, et cela se voit partout où vous regardez. Les machines sont rudes. De grosses fissures sont apparues dans le sable rocheux cette même semaine, en plus de tout ce qui allait déjà mal. Et l'équipage lui dit sans détour que les pannes sont dues à la force avec laquelle la Terre a été poussée. Leur lecture est brutale, et ils ne prétendent pas le contraire. S'ils ne parviennent pas à atteindre l'objectif de 10 000 onces, c'est à cause de pannes d'usine, et avec autant de saleté poussée aussi vite, pendant aussi longtemps, l'usure allait toujours venir pour eux. Si nous n'atteignions pas notre objectif de 10 000 onces, c'est à cause des pannes d'usine. Parker ne le conteste pas. Il va y avoir de l'usure, dit-il. Il vous suffit de les maintenir. Il n'y a pas moyen de le réparer maintenant, il suffit de l'épuiser. Il fait froid. C'est la semaine clé, celle sur laquelle repose toute la saison. Si les chiffres n'apparaissent pas ici, cela se termine mal, et tout cela n'a servi à rien. Alors, ils commencent à jeter de l'or sur la balance, et tout le monde se tait. Chaque pari que Parker a fait cette année, chaque usine qui tourne trop fort, chaque panne soudée au lieu d'être correctement réparée, se résume à cette seule série de pesées. Il ne reste plus qu'à savoir si le pari est payé. Le premier est la coupe du pont. Laver la plante. Bob a consommé en moyenne 147 onces par semaine pendant toute la saison. Un producteur stable et fiable. Cette semaine, il atterrit à 127,35 onces. Ce n'est pas sa meilleure performance, un peu en dessous de sa moyenne, mais ça compte. Et à l'heure actuelle, chaque once compte plus que jamais auparavant. Ensuite, Mitchell apporte ce que Roxane peut ajouter à la pile. Récupération du salaire du deuxième choix sur la concession Parker's Indian River. C'est la plante qui s'est retrouvée fissurée cette même semaine. Le blessé, celui soudé dorloté est maintenu ensemble par un pur entêtement. Il arrive à 133,9 onces. La plante fissurée. Celui qui était censé leur coûter 2 jours. Après tout ce qui n'a pas fonctionné alors qu'il fallait absolument qu'il tienne, il a tenu. Maintenant, les calculs deviennent suffisamment serrés pour se sentir dans votre poitrine. Il leur faut un peu plus de 200 onces de plus pour atteindre la cible. Tout au long de la saison se résume à cette dernière voie. C'est le mille d'or parcouru par l'oie et le grand rouge de la plante. Et il n'y a plus moyen d'attendre après. Pas de filet de sécurité. Non, la semaine prochaine. Il ne reste plus aucune plante pour le compenser. L'échelle commence à grimper. 40, 80, passer 100, passer 140. Ne ralentissez pas maintenant. Pas ici, pas si près. Passer 200, l'objectif. Passer 220. Et ça continue. Passer 240. Et s'installe finalement à 258,15 onces. Plus que ce dont ils avaient besoin. Ils l'ont effacé. C'est le numéro. C'est tout. Pour la toute première fois, Parker Schnabel a atteint 10 000 onces en une seule saison. Il vaut la somme incroyable de 38 340 et 1 000 $, après les 6 mois les plus chargés, les plus durs et les plus éprouvants de sa vie, après avoir fissuré l'acier et le liquide hydraulique en face, et lavé les plantes maintenues ensemble par des soudures et de la volonté, après une saison où les machines tombaient en panne plus vite que l'équipage ne pouvait les réparer. Le joueur de 31 ans a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire en début d'année. 10 000 onces. Une première, une ligne que personne dans son opération n'avait jamais franchie avant ce moment, touché sur des plantes qui n'auraient pas dû tenir la semaine. Et voici la partie qui rend la saison prochaine impossible à ignorer. Son voisin l'a égalé presque once pour once. Atteindre exactement le même jalon sur exactement le même terrain brutal au cours de la même saison. 2 opérations. Les 2 dégagent 10 000 onces. Les 2 finissant à distance de frappe l'un de l'autre. La question que tout le monde se pose est donc évidente. Et c'est celui qui définit tout ce qui vient ensuite. S'ils atteignent tous les 2 10 000 cette année, que doit faire l'un ou l'autre pour dépasser ce chiffre? Déposez votre numéro dans les commentaires. Dites-moi exactement ce qu'il faudra selon vous pour battre cela la saison prochaine. Parce que ce chiffre représentera le jeu entier. Et abonnez-vous maintenant pour qu'au moment où la course démarre le prochain chapitre, atterrisse devant vous avant tout le monde.